Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Et je laisse sans plus attendre la parole à Laetitia Eloué qui modère la conférence Espace numérique, espace public et liberté, où interviennent Eric Anso, historien à Sorbonne Université, Joanna Novicki, professeur des universités, Laetitia Avia, députée de Paris de 2017 à 2022, et Asma Mala, spécialiste en politique du numérique, enseignant à Sciences Po Paris et à Polytechnique. Alors bonjour à tous, je vais inviter les dernières personnes qui ne sont pas assises à se joindre à nous, et n'hésitez pas, il reste des places au premier rang. Bienvenue et merci la revue politique et parlementaire, merci à la Cité des débats de me convier pour l'animation de cette table ronde sur un thème qui me semble être majeur, espace numérique, espace public et liberté. Alors je pensais avoir l'honneur de présenter les invités, ça a déjà été fait, mais je redis en tout cas pour moi l'importance que j'attache à votre présence, à vous quatre, c'est à la fois l'excellence des travaux, je pense que c'est ce qui fait le point commun entre vous, et la possibilité d'avoir des points de vue croisés. Et il me semble que ce sont deux ingrédients essentiels qui sont la promesse d'une belle table ronde. Alors je disais sujet essentiel, dans le fond, pourquoi ? Je vais essayer peut-être de remettre en perspective ce thème et peut-être de faire le lien sur ce qui me semble entrer en résonance avec des enjeux majeurs du monde contemporain. Quand on dit espace numérique, c'est, me semble-t-il, une recomposition des conditions du rapport à l'autre et donc du rapport à soi, que ce soit sur le plan le plus intime comme sur le plan collectif. Quand on dit numérique et développement du numérique, c'est aussi pour moi une question de la recomposition du langage. Et dans le fond, derrière la question du langage, il y a les aspects cognitifs et la structure de pensée aussi qui est en jeu. Quand on parle de numérique, c'est évidemment en lien direct avec notre sujet, c'est la question de la modification du rapport à l'espace, et j'allais dire aux espaces. Aux espaces, alors je pense déjà à un espace qu'on a tous en tête, qui est l'espace de la frontière étatique. Alors la frontière étatique, c'est un lieu à la fois d'ancrage juridique, c'est un lieu d'exercice de souveraineté, mais c'est aussi un lieu, un vecteur extrêmement puissant d'identité et d'appartenance nationale. Espace aussi, avec cette capacité à relier des sphères géographiques éloignées ou proches de manière différente, et parfois avec le sentiment qu'on peut se sentir beaucoup plus proche d'une ville qui est très éloignée géographiquement par rapport à un village ou une ville moyenne qui est, ma foi, à 15 minutes en voiture ou à quelques minutes de RER. Espace aussi, j'insiste là-dessus, entre ce qu'on met dans la sphère de l'intime et ce qu'on met dans la sphère publique. Et dernier point qui me semble être essentiel en termes d'enjeux, et je vous disais qui fait résonance avec les enjeux du monde contemporain, avec l'espace, il y a la temporalité. Il y a cette capacité aussi d'impact, d'effet démultiplicateur du digital, qui est un accélérateur, ma foi, qui peut être un accélérateur d'éducation, un accélérateur d'émancipation, de démocratisation, mais qui peut aussi être un accélérateur de violence entre groupes ou de violence des individus. Voilà, j'esquissais en fait ces quelques enjeux pour montrer le rapport qui me semble à la fois ténu, je dirais même dialectique, entre ces notions de espace public, espace numérique et évidemment la question de la liberté. Et pour ouvrir le débat, je vais revenir à l'origine en fait d'Internet. Quand on a créé Internet, alors il y avait cette dimension de mise en réseau, en fait, de mise en commun d'éléments de connaissances dans le réseau universitaire, donc la capacité donner à des universitaires de partager, de mettre en commun des données, d'avoir une pluralité aussi de points de vue, et j'allais dire dans une perspective qu'on pourrait presque qualifier d'universaliste. Et dans le fond, derrière cette idée ou cette dynamique qui a présidé à la création d'Internet, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en creux, il y a une utopie qui ferait que l'espace numérique pourrait être la nouvelle agora, l'agora contemporaine. Et j'allais replacer cette utopie sur là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que cette utopie, faire de l'espace numérique la nouvelle agora, est un devenir souhaitable et possible? Et s'il est souhaitable et possible, dans quelles conditions?
Et j'allais vous proposer d'en faire le fil rouge, en fait, de nos débats aujourd'hui. Voilà pour cet ancrage. Et j'allais vous proposer de commencer par un petit recul historique. Voilà, dans le fond. Voilà. On a tous l'impression peut-être de connaître cette histoire du rapport à l'Internet, de sa modification à l'espace public, à la liberté. Mais si on prenait le temps de décanter et peut-être de replacer cette question, qu'est-ce que l'évolution ou le développement du numérique a modifié dans les fondations de l'espace public et de la liberté? Je vais peut-être laisser la parole à Éric Anseau et laisser chacun des membres de cette table ronde réagir librement. Merci Laetitia. Alors j'ai longtemps cru que j'étais un intrus dans cette table ronde, pas seulement parce que je suis le seul homme au milieu de 4 femmes, mais parce que je suis un historien du 19e siècle. Et quand même, Internet, vous le savez tous, n'existait pas au 19e siècle. Internet a 30 ans. Quand on refait un petit peu l'archéologie de tout cela, Facebook, c'est 2002, Twitter, c'est 2006, Instagram, c'est 2010. Donc vous voyez, je suis ici très très loin de mes bases de la Révolution française, de la Deuxième République, du Second Empire et de la Troisième République. Et pourtant, comme vous m'incitez à le dire, on peut se replonger dans ce qui a constitué en fait l'espace public, d'une part, quand est-ce qu'il est apparu et avec quels présupposés, et puis également les libertés de la République, parce que nous allons, avec le législateur, être amenés à évoquer des limites qu'on peut imposer justement aux apories, aux difficultés que présente Internet, mais que peut-on faire et que peut-on ne pas faire en République. Donc c'est la petite réflexion que je voudrais vous proposer dans mon temps de parole. Alors en fait, vous le savez peut-être, c'est le très très grand sociologue Jürgen Habermas qui a pour la première fois pensé véritablement l'archéologie de l'espace public dans sa thèse de doctorat en 1962, une thèse qui malheureusement pendant très longtemps n'a pas été traduite en français, comme souvent, il va falloir attendre 2 décennies pour qu'elle le soit. Et il évoque en fait la naissance de l'espace public au Royaume-Uni avec le Parlement. Il voit dans le Parlement britannique un espace où l'on peut débattre. Il y a la majorité de Sa Majesté et il y a l'opposition de Sa Majesté, et on débat de façon un petit peu, de façon très courtoise pour faire avancer en fait des idées. Et puis parallèlement, donc nous sommes au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, eh bien vous avez les académies sur le vieux continent, vous avez les salons, vous avez les cafés, etc., où l'on débat aussi. Donc naissance de l'espace public, fin du XVIIIe siècle. Alors au XIXe et au XXe siècle, je ne vais pas, je vous le rassure, vous faire tout l'historique, mais vous dire simplement quelques mots pour le caractériser. Cet espace public continue encore de se développer, pour le meilleur et pour le pire, en 2 mots. Je relève simplement 2 idées ici. Pour le meilleur, avec une forme de démocratisation de cet espace public, puisque celui du XVIIIe siècle était réservé à une petite élite, et désormais, progressivement, ne serait-ce que par le Parlement, on voit arriver ce que l'on appelle les populaires, des députés issus des couches populaires au Parlement, une forme de démocratisation, par la presse également. Et puis, pour le pire, puisque en fait, on s'aperçoit à partir du XIXe, mais aussi au XXe siècle, que la violence émerge dans ce débat public, dans cet espace public. Alors, c'est une violence verbale, bien évidemment, ou très rarement une violence physique. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce détour par l'histoire permet, vous le voyez, d'identifier quelques éléments constitutifs de l'espace public, tels que les a théorisés Habermas. Si je cherche à les lister très simplement, j'en repère 3. Un débat contradictoire et libre qui peut porter sur tous les sujets et faire valoir toutes les opinions. Une égalité, ça c'est très important, statutaire des participants. Et puis la publicité des échanges qui sont théoriquement ouverts à tous. Et ce sont les conditions, en fait, pour se forger cet espace public, des opinions réfléchies et pour faire avancer la démocratie. Alors cependant, il ne faut pas être dupe, et c'est ce que nous dit Habermas également dans sa thèse. On est quand même dans un domaine de l'entre-soi, joue beaucoup les hiérarchies sociales, la nécessité de posséder les clés d'accès au débat, et en particulier de faire preuve d'une certaine éloquence, et l'impossibilité souvent d'établir une égalité absolue entre les débatteurs. Donc ça, c'est le
premier petit focus historique que je voulais vous faire. Le deuxième est contemporain en fait du premier, puisqu'il apparaît également à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle. C'est la renaissance de l'idée républicaine et la définition en fait des droits fondamentaux. Alors, les Lumières, disais-je, mais aussi bien évidemment et surtout la Révolution française, et vous le savez, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont le maître mot sous forme substantivée ou adjectivale est le mot liberté. Et le mot apparaît, je crois, 9 fois, hein, libre, liberté, librement, dans la déclaration, mais il y a 3 articles des 17 articles de cette déclaration qui sont très importants, me semble-t-il, pour notre propos du jour. Alors tout d'abord, l'article 4, je vous en lis le début. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Et évidemment, l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Je vous rappelle que la Constitution de 1958, de notre 5e République, dans son préambule, fait allusion à cette déclaration et que par ailleurs, le Conseil constitutionnel en 1971 en a rappelé le caractère constitutionnel. Alors les républiques, on en a eu 5 en France, en particulier la 2e en 1848, la 3e à partir des années 1870, sont revenus sur ces idées de liberté en République avec l'apport fondamental d'un certain nombre de philosophes républicains. Je vous citerai ici Jules Simon, je vous citerai Jules Barny, je vous citerai Charles Renouvier. Et j'ai choisi un texte pour vous illustrer ce propos, et vous allez voir qu'on va très vite revenir à ce qui nous occupe, c'est-à-dire Internet, puisqu'en fait, dans une conférence qui a été très rapidement publiée en 1871, qui s'appelle « Ce que doit être la République », eh bien, Jules Barny place la liberté comme la valeur principale, en fait, principielle de cette République. Elle est en tête, vous savez, de nos 3 valeurs de la devise républicaine depuis l'année 1848. Mais il dit que cette liberté ne doit pas dévier en licence, parce que dans ce cas-là, eh bien, c'est le pire mal qui pourrait frapper une République, car nous déboucherions en fait sur l'anarchie. Et ça, c'est très intéressant, parce que les lois qui vont s'intéresser à la suite, sous la 3e République, à la liberté d'expression, vont reprendre, je dirais, ces 2 aspects. Et comment ne pas évoquer ici la grande loi sur la presse de la 3e République, une loi qu'on voit encore sur les murs de certains de nos vieux édifices, la loi du 29 juillet 1881. Plus d'autorisation préalable, mais également, dans cette loi, vous le savez, plus de cautionnement. Mais à l'inverse, quelques limites à la liberté pour qu'elle ne devienne pas licence, l'obligation pour le propriétaire du journal, pour le rédacteur en chef du journal, d'être connu. L'anonymat devient impossible à partir de cette loi. Et puis par ailleurs, vous le savez aussi sans doute peut-être, une loi qui incrimine certains comportements. Je pense à la provocation au crime et au délit, à la divulgation de la vie privée, à l'injure et à la diffamation, en particulier à l'égard du chef de l'État. Une loi qui établit un contrôle répressif, en fait, a posteriori. Et il y a consensus républicain, mesdames et messieurs, autour de cette liberté, mais également des limites que l'on met à cette liberté. Parfois, la République va sentir le besoin d'aller plus loin. Ça va être le cas dans le courant des années 1890, avec ce que l'on appelle les lois scélérates. Ce sont bien évidemment les adversaires de ces lois qui les appellent les lois scélérates. En 1893-1894, vous avez une vague d'attentats anarchistes et on va, à partir de ces lois-là, punir avant même qu'il y ait délit, puisqu'il suffit d'appeler, je dirais, à la violence pour pouvoir se retrouver condamné en justice, même condamné à des peines de prison. Vous savez qu'on a fait ressurgir la comparaison avec ces lois scélérates au moment des vagues d'attentats qui nous ont frappés récemment. Alors, après ce détour historique, et je vous rassure, je vais maintenant être très bref, j'en arrive au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cet espace public historique et avec ces grandes libertés républicaines quand on parle d'espace numérique? Internet, Facebook, Twitter au premier chef, a apporté indéniablement un nouveau souffle démocratique. Internet permet à la masse, qui très longtemps, je vous l'ai dit, a été victime d'asymétrie et même d'une certaine forme d'exclusion du débat public, de participer à ce débat public. Mais il y a aussi, vous le savez tous, je ne vais pas épiloguer, je pense que les suivants vont longuement évoquer ce fait, tout un tas de travers d'Internet, à commencer par la violence que l'on retrouve sur les forums publics. Également, et le 19e y est très sensible, le fait que de petites communautés secrètes, vous savez, par le biais de groupes Facebook ou de groupes cryptés, et ça me rappelle, moi, furieusement, les sociétés secrètes qui se constituaient au 19e siècle pour ébranler la société. Alors je conclurai en disant qu'à mes yeux, il n'y a pas en fait d'espace numérique en sens d'espace public actuellement qui a été créé, et il faut peut-être réfléchir justement à le créer à la lumière de notre histoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Anceau. Finalement, alors, il me semble que le cadre a été posé, le cadre historique peut-être pour avancer et puis laisser ensuite la place au débat. Dans ce que vous dites, il y a finalement un lien assez fort et que je trouve très cohérent avec la naissance de la démocratie française, donc les principes édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui sont notamment ceux d'être un citoyen éclairé. Et donc là, je vais en venir en fait à une question qui me semble essentielle, c'est la question du libre arbitre. Vous l'avez dit dans votre propos, finalement, Internet, par rapport au principe de base de la création de l'espace public, permet ce gain qui est une forme de mise à égalité et une forme d'élargissement des conditions d'accès au plus grand nombre à l'information. Je le résume comme ça, voilà, si nous sommes d'accord. Donc la question que je pose en creux, c'est la liberté et l'égalité d'accès est-elle suffisante pour créer les conditions d'un libre arbitre? Je reformule et je vais peut-être poser la question à Johanna. Alors, Johanna, votre nom de famille? Novicki. Novicki, je vous appelle Johanna. Donc c'est vrai que Johanna Novicki, peut-être pour élargir le débat, comment est-ce que vous voyez la question des usages dont vient de parler Éric Anceau du numérique au regard de cet enjeu de libre arbitre et au regard de la possibilité encouragée ou plutôt réduite de continuer à avoir un débat dans sa pluralité? Alors, je pense que dresser le décor par un détour historique était une très bonne chose parce que ça va relativiser notre jugement immédiat et certains phénomènes qu'on observe sur Internet, on peut très bien comprendre que tout n'est pas nouveau. En fait, je m'occupe depuis des années pas du tout historienne, littéraire de formation et spécialiste ensuite de la circulation des idées. Ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est comment les idées circulent, comment certaines émergent, comment certaines sont tuées ou empêchées. Donc votre question, effectivement, m'intéresse sur le libre arbitre, puisqu'il y a un lien viscéral entre la démocratie, le débat contradictoire, vous l'avez rappelé, et la libre circulation des idées. D'où l'utopie de l'Internet, qui a nourri notamment le monde intellectuel, qui voulait que les idées soient gratuites, accessibles à tous, avec un effort considérable d'éducation pour permettre à tous de participer dans l'élaboration des réalités intellectuelles, culturelles, sociales nouvelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs qui sont très pessimistes sur cette utopie et certains disent même que l'Internet a tué cette utopie en transformant l'agora, puisque à un moment on pouvait croire que l'agora nouvelle était l'Internet, en aréna, c'est-à-dire un lieu d'affrontement violent, non contrôlé, où ceux qui étaient des citoyens éclairés, qui débattaient et qui n'étaient quand même pas monsieur tout le monde, a été remplacé par la foule. Donc le débat entre les citoyens d'un côté et une foule non contrôlée, vous avez évoqué le terme d'anarchie, évidemment ça vient à l'esprit,
à complexifier la chose. Aujourd'hui, on en est à voir cette idée très pessimiste, donc l'ARENA, qui est un lieu d'affrontement qu'il faudrait contrôler, notamment pour éviter les fakes, les attaques, les calomnies, les mensonges et les manipulations. J'ai été très intéressée par un des interlocuteurs d'aujourd'hui qui a évoqué la non-peur de la jeune génération d'être manipulée. Et c'est un point qui m'intéresse et sur lequel j'attire l'attention dans le débat sur Internet. Pourquoi le thème de manipulation et de propagande n'est pas enseigné véritablement ou pas suffisamment à mon goût dans les établissements d'enseignement supérieur? On les relègue au totalitarisme et il est évident que les personnages comme Poutine manipulent et que les pauvres gens ne peuvent pas savoir où est la vérité parce que ce n'est pas une démocratie. Nous autres, en démocratie, nous sommes assez grands, assez éduqués, nous avons assez d'esprit critique, dit-on, pour déjouer ce genre de tentative. Moi, je ne le pense pas du tout. Peut-être parce que je travaille sur l'Europe centrale, qui a vécu les deux totalitarismes et qui a beaucoup conceptualisé la question de la pensée captive. Et je pense que le terme de Miłosz, prix Nobel de littérature en 1980, est très intéressant pour réfléchir sur Internet, puisqu'on parle exagérément de la liberté d'expression, à mon avis, et pas assez de la liberté de penser. Vous avez posé la question du libre arbitre. J'attache au libre arbitre la question de la liberté de penser. Peut-on être libre de concevoir ces questions, d'interroger ce qu'on lit, de savoir avec qui on discute, de comprendre pourquoi on est amené face à tel personnage ou tel texte? La pensée captive est souvent inconsciente, nous en sommes victimes sans le savoir, parfois victimes conciliantes parce que pas assez vigilantes. Et mon travail long sur l'histoire des intellectuels et de la pensée de l'autre Europe m'a amené à cette conclusion d'une vigilance insuffisante dans les pays démocratiques sur ce phénomène de la pensée captive. On développera sans doute dans nos débats en quoi consiste la bonne manipulation, entre guillemets, et pourquoi il n'est pas suffisant d'être éduqué pour être vigilant. Mais je vais quand même rebondir sur cet aspect, Johanna. Vous avez parlé de l'éducation en fait à la propagande. Voilà, moi je dirige un établissement d'enseignement supérieur, donc je suis forcément interpellée par vos remarques. Mais j'ai une remarque qui est complémentaire ou sous-jacente, qui est celle finalement de l'excès d'information. Tout à l'heure vous le disiez, Eric Anceau, un des gains, mais qui est un gain qui a aussi une contrepartie, c'est la mise à égalité de chacun, donc parfois aussi la capacité à, à étalonner et à hiérarchiser les informations suppose aussi parfois une hiérarchie des statuts. Voilà, je réinterroge cette question-là. Et la question j'allais presque dire, j'ai employé le terme d'obésité. Est-ce que cette saturation, est-ce que la question de la liberté telle qu'elle se posait dans son rapport à l'information quand elle est formulée par Jürgen Habermas ou quand elle est constituée dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et pas d'abord celui du manque et celui de la nécessité d'accéder à l'information? Est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est pas au sein de cette masse, de ce volume, pardonnez-moi, de cette obésité en fait, en termes de volumétrie d'information, d'être capable, avec une méthode, avec un apprentissage, de pouvoir filtrer, hiérarchiser, trier pour justement se restituer ce libre arbitre? Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La question, certains parlent même d'une surchauffe informationnelle, c'est-à-dire d'un changement radical qui est le temps. On sait quand on travaille dans la vie des idées que le temps lent est absolument indispensable pour la compréhension des phénomènes. Et mon collègue universitaire qui a fait un grand détour dans le passé illustre exactement la nécessité de contextualiser. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle et on réinvente le monde dans des débats qui sont anciens et que d'autres ont déjà eu. Donc c'est très important d'accepter le temps lent, ce qui est le contraire de nos habitudes d'aujourd'hui. Donc il y a à la fois la surchauffe liée au nombre, à effectivement le fait d'être bombardé d'informations qu'on n'a même pas moyen de vérifier,
et par une forme de sollicitation pour avoir une réponse immédiate ou une réaction immédiate. Certains pensent même qu'on n'a plus d'opinion, mais que des réactions. Et ça, c'est très grave, parce que les réactions, ça relève des pulsions. Ce n'est pas du tout intellectuel, ce n'est pas du tout l'esprit critique. Donc je pense qu'une bonne partie de l'éducation, moi je donne un cours sur la culture du débat au sein du master que je dirige, notamment pour convaincre les jeunes que le débat lent est utile avec l'argumentation, la recherche du contexte. Vous avez parlé de la hiérarchisation. Moi, je parle de la contextualisation qui est très difficile aujourd'hui puisqu'il faut apprendre à savoir d'où vient l'information, qui a intérêt à la répondre, est-ce qu'elle est si gratuite que ça. Je ne veux pas dire qu'il faille introduire le soupçon partout, mais en fait, quand on est dans la recherche et dans la vie intellectuelle, on est un peu détective. Notre vie consiste à ne pas croire tout ce qui vient. Et le fait de donner le même droit à la parole, la même légitimité à la parole à tout le monde est une très bonne chose en démocratie. Je pense que ma voisine sera d'accord pour le dire. Mais pas forcément dans le monde des idées. Il y en a qui ont médité des idées pendant des années, qui ont lu des sources, qui ont compris des choses. Ce n'est pas leur titre ni leur âge qui donne cette légitimité, mais une forme de maturation de l'esprit. Quelqu'un qui découvre le sujet ne l'a pas. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on a avec notre jeunesse, c'est qu'elle refuse en quelque sorte cette hiérarchie. J'ai très peur de paraître ringarde, mais j'appelle au respect quand même d'un... Je vois que les jeunes se sont levés. Ils auront voix au chapitre tout à l'heure. D'accord. Je pense que c'est très important de ne pas confondre le savoir et l'échange des idées avec un débat politique. Ce sont deux ordres différents dans lesquels l'horizontalité n'a pas forcément le même rôle. Et c'est important de hiérarchiser, contextualiser et effectivement chercher l'origine des idées débattues. J'allais peut-être interroger Asma Mala. Asma, dites-nous sur ce sujet en fait, parce que finalement on a parlé beaucoup de risques liés au développement du numérique, mais on a aussi parlé d'accélérateurs, de choses qui sont très positives, accélérateurs de démocratisation, accélérateurs de formation. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette question? Quels seraient les bons usages pour permettre de tirer les bénéfices en fait démocratiques, éducatifs d'Internet, sans sombrer dans les formes de déviance ou de péril, puisqu'on a parlé aussi de péril démocratique et de violence que nous venons d'évoquer. On n'entend pas. Non. Et comme ça, oui. Merci. Merci Eric. Je vais répondre à ta question, mais avec un détour, parce que ce qui a été exposé par Eric et Johanna est passionnant, fondamental. Je souscris à une grande partie de ce qui a été dit. Alors, sur la partie historique, je n'ai pas à souscrire ou pas. C'est factuellement, voilà, ça serait de toute façon pas du tout de mon ressort. Mais ce que disait Johanna sur la pensée captive, qui est très juste. Ce que j'aimerais apporter comme coloration à cette table ronde, c'est peut-être un peu plus de pragmatisme. De quoi on parle en réalité? Parce que je crois qu'il y a des automatismes de pensée un peu rapides en général dans le débat public qui, moi personnellement, me conviennent de moins en moins. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau social? C'est un espace, c'est une plateforme, d'accord? C'est une plateforme avec un modèle économique derrière, un modèle économique qui repose sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, la pensée captive. Ce n'est pas parce qu'on a un modèle économique qui donc pose la question de la gouvernance de ces plateformes, de la façon dont sont organisées les politiques de modération, dont est organisé le cadre légal qui va venir encapsuler ça. Ce n'est pas parce qu'on a toutes ces problématiques-là que ça voudrait donc dire que par ailleurs et dans d'autres espaces, on n'est pas capable de débattre, de penser sur des temps longs. L'un ne remplace pas l'autre et c'est fondamental d'être très clair sur ce qu'est un réseau social et sur ce que n'est pas un réseau social. Ça, c'est la première chose.
Donc, je vous parlais des modèles économiques parce que l'hybridation de l'économie de la donnée, c'est précisément ça, c'est que vous avez le triptyque modèle technologique, modèle économique, modèle politique, qui sont parfaitement imbriqués les uns dans les autres et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, c'est fondamental de comprendre l'économie de l'attention et ce qui crée cette valeur-là. Et ce qui crée cette valeur-là, c'est le temps que vous passez à tweeter, à liker, à partager, à follower, à ne pas liker d'ailleurs, etc. Bon, ça c'est la première chose. Donc simplement, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte. Et puis on a beaucoup parlé de l'histoire, d'une forme de généalogie des libertés et de la liberté d'expression et de l'espace public. J'aimerais revenir un tout petit peu au présent. Le réseau social, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un objet politique fondamental et c'est un objet géopolitique critique. Un objet géopolitique critique parce qu'aujourd'hui, c'est une arme de guerre sur laquelle se positionnent les guerres informationnelles. On a parlé de la Russie, de l'Ukraine, mais aussi de l'Occident, au Sahel. La France, par exemple, est un acteur de la désinformation en Afrique, au même titre que la Russie, contre la Russie d'ailleurs. Donc c'est une arme géopolitique fondamentale qui positionne ou qui repositionne, qui met à jour les doctrines de propagande, de narratif, de contre-narratif et donc d'influence de guerre en l'occurrence. Donc c'est aussi fondamental de comprendre que ça ne pose pas simplement la question de la liberté d'expression, mais aussi que ça doit absolument être repositionné dans la reconfiguration géopolitique actuelle. Et que donc ça va supposer un arsenal des réponses militaires, légales, juridiques différentes. C'est un objet politique parce que dans la politique intérieure, par l'économie de l'attention que je vous expliquais, c'est-à-dire basée sur la viralité. La viralité, c'est le fait qu'on va créer de la valeur économique à partir des actions que vous allez faire. Donc des traces numériques que vous allez laisser sur les réseaux sociaux, qu'on va tous laisser sur les réseaux sociaux. C'est précisément la donnée que vous laissez qui va être derrière monétisée. Donc plus vous passez de temps sur les réseaux, plus on crée, non pas vous, parce que vous le faites gratuitement, vous travaillez gratuitement sur ces plateformes, pour elles, mais derrière, ce sont des données qui vont aider à vous profiler, à vous scorer et à vous vendre derrière tout un tas de choses. Ou d'ailleurs à vous surveiller sur un plan peut-être plus politique. On le voit très bien en Chine, mais en Occident aussi, qui pose d'ailleurs la question de la clarification idéologique du modèle démocratique occidental d'ailleurs. Donc, une fois qu'on a posé ça, quand je vous dis que ce qui crée de la valeur sur les réseaux sociaux, c'est donc l'économie de l'attention, donc la viralité qu'elle suppose, ce qu'on observe comme effet direct, comme impact direct, délétère ou pas, je vous laisserai le soin d'en juger, mais c'est la question de ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que ce qui va être viral, c'est ce qui va venir taper vos émotions, et si possible vos émotions négatives, les affects, les passions tristes, donc la colère, la haine, la peur, etc. C'est ça dont on a observé en fait qui porte le plus grand potentiel économique. D'accord ? Et à partir de là, en effet, ce qu'on observe mécaniquement, c'est donc cette polarisation du débat. Mais ce n'est pas parce qu'on observe sur les réseaux sociaux une polarisation du débat que ça veut donc dire que dans la vie réelle, nous autres sommes des animaux brutaux polarisés. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là de comprendre que les réseaux sociaux sont un espace parmi d'autres qui suppose une réflexion spécifique, notamment sur la question de la gouvernance et des modèles économiques, mais attention à ne pas tomber non plus dans une espèce de catastrophisme collapsologue absolument fou et total. La vraie menace pour moi, ce ne sont pas les réseaux sociaux, la vraie menace pour moi, ou en tout cas le sujet qui est préempté très vite par nous tous et par le régulateur, ce ne sont pas les guerres informationnelles qui s'y passent, ce sont les guerres cognitives demain dans les fameux métavers, et qu'il va falloir aussi discuter très très vite parce qu'ils arrivent. Donc ces espèces de nouveaux espaces encore plus hybrides entre réalité virtuelle augmentée et réalité physique, on va dire. Voilà la façon dont je voulais repositionner le débat pour qu'on soit bien clair de ce dont on parlait. Il me semble que tu as largement ouvert le débat, Asma. Je vais enchaîner sur un thème en fait que tu as abordé très directement, qui est celui de la régulation. Voilà. Effectivement, je me tourne. Régulation qui peut être une réglementation. Donc je prends le terme régulation qui est le terme le plus large. J'ai posé la question, donc finalement c'est une question des usages.
Là, on a parlé d'une certaine forme d'usage. Ça veut dire que d'autres sont possibles, d'autres peuvent être incités, d'autres peuvent être imposés de manière coercitive. Et avant de poser la question de quel type de réglementation, moi je vais poser en amont la question de la légitimité. Alors c'est une question qui est un peu provocatrice, mais est-ce que dans le fond une régulation est possible et souhaitable sur Internet ? Est-ce que le sujet aussi n'est pas de pouvoir, d'avoir une forme de conscience dans la capacité de discernement de chacun, et qu'en fait le véritable enjeu serait là où on l'a situé tout à l'heure, en matière d'éducation. Je pose la question comme ça en matière de légitimité, et j'en repose une deuxième. Toujours en matière de légitimité, moi j'ai été frappée, peut-être comme certains d'entre vous, par le choix unilatéral, autonome de Twitter, en fait, de bloquer le compte de Donald Trump. On peut avoir chacun son opinion sur Donald Trump, et moi je pense que ce n'est pas la question de quelle est notre opinion de Donald Trump, mais la question en fait d'un GAFAM qui de lui-même décide, prend une décision qui a un impact majeur en fait sur le débat public, une décision qui peut-être pourrait ou devrait être prise par une instance démocratique. Donc je pose la question d'abord de la légitimité avant de parler un peu de contenu, sous ce double angle-là, si cela vous convient, Laetitia. Tout à fait, tout à fait. Première question, est-ce que les États, les gouvernements, le législateur est légitime à réguler les plateformes et l'espace informationnel, disons, puisque l'espace numérique est un espace public, mais ce dont on parle aujourd'hui, quand on parle des grandes plateformes, c'est de l'espace informationnel. Réponse courte, oui. Est-ce que l'on peut exiger des plateformes qu'elles aient une politique de modération qui soit en adéquation avec les lois des différents États dans lesquels elles proposent des services, et que ces politiques de modération soient mises en œuvre efficacement avec sanctions lorsque cela n'est pas fait? Je dirais oui également, et ça c'est pour répondre à la question sur Donald Trump. Pourquoi est-ce que je le dis ainsi? Concrètement, que s'est-il passé avec l'affaire Trump qui a un petit peu ému un certain nombre de personnes? On a l'utilisateur d'un service qui souscrit un certain nombre de règles de modération qui sont, il faut quand même le dire, assez faibles chez Twitter, qui ne respecte pas ces règles, qui reçoit 1, 2, 3 avertissements. Je crois que pour tout à chacun, lorsque l'on souscrit un contrat et qu'on ne respecte pas les règles de ce contrat, eh bien on s'attend ensuite à subir une sanction. Et cette sanction, eh bien c'est celle d'être interdit d'accès à cette plateforme. Donc pour une fois, pour une très rare fois, Twitter a fait le job. Le problème, c'est que cela soit si rare et que cela soit si aléatoire et que cela arrive au moment où cela était plutôt assez convenu, attendu, et que cela permettait finalement aux plateformes de sortir avec le blason assez redoré dans cette période. Alors qu'en réalité, cela n'a fait que démontrer une chose, c'est qu'elles font ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, comme elles le veulent. Et c'est là le problème, et c'est ce qui fait qu'il y a un besoin de légitimité des États de se ressaisir de cette question. Parce que moi, ce que j'ai vraiment apprécié, qu'on commence par cet aspect historique, c'est parce que généralement, quand j'aborde le sujet, je dis toujours que lorsque l'on parle de l'espace informationnel, on parle de plateformes qui existent depuis une vingtaine d'années, et ça, c'est l'âge de pierre. C'est l'âge de pierre. Alors, je sais que pour un historien, c'est dur à entendre, mais pour quelqu'un qui travaille normalement sur les plateformes, oui, c'est tellement ancien. Alors oui, il y a 20 ans, il y avait ce mythe de start-up qui se créait, qui vivait dans une complète autorégulation, dans un laisser-faire, dans un lieu où on allait pouvoir, cette immense agora, échanger, partager, communiquer, sans règles, dans un espace international. Et oui, on a vu très vite que cela avait ses limites qu'on a évoquées tout à l'heure en matière d'usage, qui ont développé des abus dans les comportements violents, des abus dans la diffusion d'informations manipulées, dans la désinformation, une perte de valeur dans la parole scientifique, en effet, puisque toute parole en vaut une autre sur les réseaux sociaux, et c'est là en particulier lorsque l'on est dans un contenu à forte charge émotionnelle, lequel répond tout de suite à l'algorithme, et donc, avec la viralité, devient de plus en plus propagé. Alors qu'un contenu scientifique qui va plutôt être plus modéré, lui, répondra moins au fonctionnement algorithmique et se répandra moins sur les plateformes.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et encore jusqu'il y a quelques années. On constate ces dérives, et à ce moment-là, bien sûr, il faut se poser une question. Que fait-on face à ces problèmes, face à ces abus? Eh bien oui, on réaffirme ce que l'on affirme sans aucun problème dans l'espace public, c'est-à-dire la nécessité d'une action des États. Alors, de ce point de vue-là, vous m'ouvrez la voie vers la suite, qui est en fait quel équilibre entre une régulation étatique, la question de la légitimité, vous avez répondu, je pense, de manière extrêmement claire par l'affirmative, mais quel équilibre entre régulation et ne pas introduire d'éléments liberticides? Je reviens aux fondements et aux fondamentaux historiques posés par Éric Anseau. Et deuxième question, une entité qui est systémique, et dans ce systémique qui dépasse les frontières nationales, finalement, quelle capacité réelle à poser des règles qui ont un impact? Le premier moyen de lutter, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a essayé à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des lois françaises. J'avais déposé une première proposition de loi qui a été censurée sur une partie. J'ai redéposé un second texte parce qu'en effet, c'est pas évident de trouver vraiment cette ligne fine entre la régulation et la protection de la liberté d'expression. Mais il faut partir d'un principe qui est un principe simple. Ce qui est interdit dans l'espace public doit être interdit dans l'espace numérique et dans l'espace informationnel, puisque l'espace numérique fait partie de l'espace public. Et donc, ce n'est pas une question de définition de nouvelles règles, c'est une question d'application de nos règles dans l'espace digital. Et donc, cela nécessite déjà une réaffirmation de la souveraineté de l'État et de la souveraineté du législateur, lequel doit garantir un ordre public. Sans ordre public, dans tout espace d'interaction entre des citoyens, eh bien oui, c'est l'anarchie. L'État a une responsabilité également de protection de ses utilisateurs, enfin de ses citoyens, pardon. Et lorsque l'on sait quels sont les ravages causés par les réseaux sociaux, notamment sur les utilisateurs, un laisser-faire des États, lorsque l'on voit notamment l'augmentation de taux de tentatives de suicide de nos jeunes, eh bien ce serait également une faute de la part des gouvernements que de ne pas s'intéresser à quelque chose qui prend autant de place dans le quotidien de chacun. Alors pour cela, qu'est-ce que peut faire un État, notamment sur des outils qui sont en effet multinationaux, même si eux essayent de se définir comme étant supranationaux? Non, ils sont multinationaux, et donc ils sont présents dans tous les États, en fait. Eh bien, c'est de s'assurer que le corpus de règles soit appliqué auprès de l'utilisateur. Concrètement, si on prend la loi allemande, la NetzDG, elle a un certain nombre de règles qui sont des règles de droit allemand, qui s'appliquent aux utilisateurs allemands en termes de modération, et que moi, utilisatrice française, par exemple, je ne vais pas ressentir. C'est-à-dire qu'un contenu qui est modéré pour un utilisateur français au regard des lois allemandes, eh bien, il n'est pas modéré de la même manière pour un utilisateur français. Alors, bien sûr, les plateformes sont contre cela, mais ce qu'on peut faire ensuite pour que cela marche à plus grande échelle, et c'est ce qui a été fait, c'est agir à une échelle plus large, et là notamment à l'échelle européenne. Le Parlement européen vient de voter un texte qui s'appelle le Digital Services Act, qui pose un socle de règles communes pour les États de l'Union européenne, et ensuite on peut rajouter d'autres textes. Mais ce que cela vous dit, c'est juste qu'on a des lois nationales qui s'appliquent aux utilisateurs nationaux, on a maintenant un cadre qui est un cadre européen, et quoi qu'il en soit, les plateformes ne peuvent en échapper, et si elles essayent de contourner, ce qu'il faut dans cet espace qui est un espace très économique, c'est les taper au portefeuille. Ce que fait la Commission européenne, c'est qu'elle les sanctionne jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial si elles ne respectent pas ce cadre. Et en matière de numérique, comme on dit très souvent, money talks. Alors, merci beaucoup Laetitia. Je permets juste de rajouter un petit élément sans couvrir les applaudissements dont vous bénéficiez, c'est qu'il y a espace numérique, économique au sens monétaire, mais aussi redistribution de valeurs symboliques. Et là, ce n'est pas tout à fait le même type de régulation ni le même type d'enjeu. Je me permets d'introduire cette notion-là. Asma, vous vouliez prendre la parole, ou tu voulais prendre la parole sur le même thème. Je voulais juste réagir rapidement pour remettre mon petit grain de sel, un peu déviant, sur la question de Trump.
Alors oui, Twitter a banni et on a l'impression d'un arbitraire. Ce qu'il faut absolument comprendre dans la question de la régulation au sens large, réglementation des plateformes, c'est que ce sont des plateformes américaines, donc de droit américain. Et ce qu'il faut, et donc ça répondra aussi à ta question que tu posais sur les frontières. Aux États-Unis, on n'a absolument pas du tout la même approche de la liberté d'expression qu'en Europe. Donc, aux États-Unis, vous avez l'article 1 de la Constitution américaine qui sacralise la liberté d'expression dans une vision extrêmement maximaliste. Ce qui fait que, très concrètement, les plateformes ont toute latitude de modérer ou pas, quand elles veulent ou pas, ce qui circule sur leur plateforme. Et par ailleurs, cet article 1 de la Constitution américaine est renforcé par la section 230 d'un texte de loi américain, bon, je vous évite tous les détails techniques, qui en plus renforce cette liberté-là parce qu'elles n'ont que le statut juridique d'hébergeur et non pas d'éditeur. Donc à partir de là, vu d'Europe, on a l'impression que Twitter, c'est une forme de règne de l'arbitraire. Vu du point de vue américain, c'est très largement différent. 1. 2, sur la question des frontières. Évidemment, on a le DSA. Et par ailleurs, n'écoutez surtout pas tous ceux qui vous disent le numérique est un espace de non-droit. C'est absolument faux. C'est un des espaces les plus réglementés qui soit. Et on a un paquet de lois qui arrivent, aussi bien sur le plan national, les anti-fake news, celle que toi tu as fait passer et celle qui vient d'être votée d'ailleurs en septembre là sur le retrait des contenus terroristes en 1 heure, etc. Plus le Digital Service Act qui arrive, qui va être mis en application début 2024 de mémoire, qui va aussi donner une espèce de cadre, de cadre de référence encore plus fort sur les obligations des plateformes et des réseaux sociaux sur la question de modération de ce qui circule sur ces plateformes en Europe. Donc en réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qu'on appelle le cyberespace ou l'Internet mondial n'est pas tant mondial que ça. En fait, on observe au contraire une espèce de fragmentation territoriale où l'Europe arrive avec du retard, mais plus ou moins à faire appliquer sur son sol ses propres règles. Les États-Unis ont les leurs. Et puis par ailleurs, vous avez la Russie et la Chine qui, elles, se sont pratiquement, ou en cours pour la Russie, pratiquement totalement pour la Chine, déconnectés de l'Internet mondial, puisque eux ont ce qu'on appelle en anglais, pardon pour le jargon, le splinternet, c'est-à-dire la fragmentation, la balkanisation de l'Internet mondial en autant de blocs géopolitiques et informationnels donc que de vision idéologique du monde, on va dire. Donc ça, c'était par rapport à Trump. Donc attention d'où l'on parle et quel regard on applique à ces sujets-là. D'Europe, ça peut être absolument horrible et affreux. Vu des États-Unis, ça participe d'une autre histoire juridique et légale, d'une autre tradition. D'accord ? Et ça a été d'autant plus cristallisé, cette question-là, que je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais tout l'épisode, ou même, disons, le psychodrame entre mai et juillet dernier de Elon Musk qui voulait racheter Twitter, puis pas, puis on ne sait pas trop, parce que précisément, pourquoi est-ce qu'il voulait racheter Twitter ? Au-delà du fait que c'était un objet d'influence médiatique et politique pour lui, parce qu'aujourd'hui, tout entrepreneur qui réussit doit avoir son média. Donc, au-delà de ça, il voulait pousser justement l'idée d'un réseau social avec une vision maximaliste de la liberté d'expression et très peu de modération, avec tout un tas de discours que je vous épargnerai ici. Mais du coup, il faut vraiment lire ça de ce point de vue-là. Et la vraie question derrière, en effet, sous-jacente, c'est la question de la souveraineté, puisque les Chinois ont leur réseau, les Russes ont leur RUNET, leur écosystème numérique. Les États-Unis ont les leurs. Et puis nous, on est sur les plateformes américaines. Donc, au-delà de la souveraineté, ce que j'appelle moi la souveraineté normative, DSA, DMA, etc., qu'est-ce qu'on propose concrètement derrière pour avoir, disons, la main sur notre écosystème informationnel ? C'est une vraie question et qui ne peut se lire que si on a la vision aussi de la reconfiguration géopolitique qui est en cours. Est-ce que derrière... Pardon. Si tu me le permets très, très rapidement, peu importe que les plateformes soient américaines, chinoises, néo-zélandaises ou quoi que ce soit, ce qui compte, c'est celui qui reçoit le service. Et en fait, c'est ce qui est fait aujourd'hui avec le texte européen. Il européanise, si je peux me permettre, ces plateformes en les obligeant à avoir un responsable légal en Europe. Juste cette clause qui leur demande d'avoir un responsable légal en Europe, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a une personne qui est donc responsable également financièrement, qui peut être sanctionné et qui est l'interlocuteur. C'est ça qu'on n'avait pas en fait avant. Parce qu'avant, on avait des textes et finalement qui n'étaient pas applicables. Mais ensuite, que la plateforme soit américaine, chinoise ou quoi que ce soit,
C'est pas tant la difficulté. Et en fait, on a très longtemps été dans cet imaginaire collectif de se dire, en fait, elles sont américaines, il y a la liberté d'expression, c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est numérique. Non, il faut juste penser de manière très rationnelle. On a des lois, on a des utilisateurs, on a la loi de 81 à laquelle il est porté atteinte de manière très récurrente sur les plateformes. Cette loi de 81, elle s'applique à tout élément de communication, et donc y compris en communication électronique. Et là, on engage une procédure judiciaire, etc., comme elles existent de manière très cadrée dans nos droits. Non, mais votre discussion est très claire. En revanche, si vous me permettez, je vais quand même revenir, Asma, sur un aspect que vous avez abordé à plusieurs reprises. C'est finalement le digital ou le numérique comme un enjeu géopolitique. Et donc, pour moi, quand on dit géopolitique, c'est le sous-jacent, c'est que c'est aussi économique, et le sous-jacent, c'est aussi culturel. Et quand j'additionne à ça votre constat que finalement l'Europe a très peu d'espace, a très peu de géants du numérique aussi, voilà, justement. Donc c'est la question que je pose, c'est-à-dire que derrière ce retard, en tout cas européen, sur les capacités d'hébergement, sur les productions, mais sur aussi les leaders du numérique, est-ce qu'il n'y a pas une reconfiguration qui va modifier de manière substantielle la place de l'Europe dans sa capacité à faire valoir sa culture et donc ses valeurs? Parce que tout à l'heure, quand vous parliez, Asma, en fait, de la conception différente qu'on a de la liberté d'expression, dans le fond, Internet met en commun, en interaction, des personnes qui ont parfois le sentiment d'une simplicité et d'une communauté, mais qui sont inscrites dans des socles de valeurs très différents et avec des jeux de pouvoir entre ces zones. Alors, je vais essayer d'être synthétique et claire, parce que là, c'est un sujet qui peut nous embarquer très loin sur tout un tas d'autres sujets et qui peut être un peu complexe. Je vous fais confiance, ça. et puis on est là pour discuter avec la salle. Alors, pour répondre, le sous-jacent de ta question, mais qui est fondamental, et merci Laetitia pour ça, c'est que la techno, c'est pas la techno pour la techno. C'est pas ça le sujet. Le sujet derrière, c'est la question du leadership mondial, de l'hégémonie. C'est-à-dire qui va décider demain des normes, ce que doivent être ces outils-là. Et donc la bataille aujourd'hui ne se joue absolument pas du tout avec l'Europe. Elle se joue entre les États-Unis et la Chine, grosso modo, et la Russie qui s'est un tout petit peu affranchie dans son coin et dans son propre bloc à elle, avec plus ou moins de succès technique d'ailleurs. Donc dans ce... Pardon pour l'anglicisme, dans ce landscape ou sur ce terrain de confrontation, de guerre technologique sino-américaine, oui, la question, c'est la question de la norme, c'est-à-dire de vision du monde. Donc, quelle est l'idéologie demain qui va dominer le monde, en gros? À partir de là, quel est le rôle ou quelle est la place de l'Europe là-dedans? C'est très compliqué, très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a pris 30 ans de retard, parce que la doctrine n'est pas claire et parce qu'on a un problème de moyens financiers. Donc il y a deux chemins, si je devais schématiser, deux options possibles. Pardon de revenir toujours à la question géopolitique, elle est fondamentale parce que la question géopolitique redéfinit nos alliances. Or, avec la guerre en Ukraine, la crise de Taïwan cet été, en réalité, on observe un retour en force, une espèce de même... on a ressuscité littéralement de sa mort cérébrale l'OTAN. Quand on dit ça, quel est le rapport avec la question techno, rapide et évident? Aujourd'hui, l'Europe est pieds et poings liés avec son allié donc historique, les États-Unis. Donc de deux choses l'une, soit on continue à approfondir ça, et si on répond oui à cette question, ce qui est la réponse actuelle, à ce moment-là, la question de savoir si on utilise des infra américaines ou pas, peu importe, puisque de toute façon, nous sommes en alliance et nous sommes pratiquement dans des économies de guerre, et auquel cas, le sujet redevient secondaire. Soit on se dit, on veut une troisième voie, et à ce moment-là, il va falloir très vite se décider à comment est-ce qu'on opérationnalise cette troisième voie, et là, c'est la question des moyens. Comment est-ce qu'on régionalise, comment est-ce qu'on rapatrie sur notre sol au-delà de la question de la norme, c'est-à-dire au-delà de la question de la loi, comment est-ce qu'on rapatrie sur notre sol ce qui est absolument critique. Et ce qui est fondamental à comprendre sur les questions techno, c'est en fait la chaîne de valeur mondiale. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est ce qui vient en aval. Ce qui vient en amont, ce sont les câbles sous-marins, ce sont les clouds, ce sont les centres de données, ce sont en fait toutes les infrastructures qu'on ne maîtrise pas ou très peu.
Ce qui vient en intermédiaire, c'est ce qu'on va appeler les softwares, c'est-à-dire tout ce qui va venir créer de la valeur, notamment les logiciels. Aujourd'hui même en réalité, l'IA. Et puis après arrivent les interfaces directes, donc ce que vous voyez directement sur vos téléphones, les réseaux sociaux, les plateformes de e-commerce, etc. Donc il faut aussi penser cette question-là sur l'ensemble de la sphère, c'est-à-dire sur les 3 couches du cyberespace. Il nous reste 5 minutes avant de laisser la parole à la salle. Pour moi, quand on parle de normes, tu as parlé de normes, Asma, il y a la question qui est en amont, qui est celle de l'éducation. Moi, j'allais revenir à une question très simple, faisons pragmatique. Je pense qu'il y a eu un accord tacite sur l'enjeu et la valeur de l'éducation pour justement faire en sorte que ces usages soient des usages vertueux, qu'on puisse bénéficier de tous les apports d'Internet tels qu'ils peuvent se présenter et qui peuvent être particulièrement puissants. Quel avis, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système éducatif français en matière d'enseignement du digital? Voilà. Malheureusement pessimiste. Johanna, on va commencer par vous. Malheureusement pessimiste, parce qu'on met en garde contre une évidence. Ça fait partie de l'éducation sur laquelle le consensus existe. Pas de fake news et pas de haine. Là, tout le monde est d'accord, c'est très facile d'éduquer les gens et d'être vigilant là-dessus. Mais je dirais c'est banal, c'est une sorte de doxa bien pensante, que j'appelle politiquement correct européen. Très important, je ne le dénigre pas, mais je pense que c'est très insuffisant. Pour moi, la vraie question, c'est comprendre qui parle et quel est le discours. On a évoqué la question du discours et la question de la langue, notamment pour distinguer le statut de celui qui devient, en réalité, qui devient éditeur. On est tous acteurs dans cet espace. Et ça, on ne le dit pas assez aux gens. On ne crée pas de contenu, on les fait suivre, mais cet acte compte. Ça peut, quel contenu on choisit, qu'est-ce qu'on dispatche, qu'est-ce qu'on fait connaître aux autres, au nom de quelle valeur. On a parlé de valeur. Donc, par exemple, juste un exemple, faire la différence entre un militantisme et un savoir. Très souvent, les jeunes confondent les deux. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord avec un propos qui est orienté, qui est idéologique. Ils confondent trop souvent le contenu sérieux, scientifique, prouvé, avec ce qui leur plaît. Enfin, je le dis au pluriel pour nous tous, parce que ça peut nous arriver à nous tous. Donc pour moi, l'éducation, c'est le statut du discours, du contenu éditorial, qui est une vieille chose pour les journalistes et pour les maisons d'édition. Mais ça prend des proportions extrêmement importantes. Et juste pour ne pas paraître uniquement sceptique et critique et vieux jeu, on n'a pas évoqué l'espace civique en création. Oui, et pour moi, l'espace public, c'est une chose, mais l'espace civique, c'est formidable. Et ça peut être la naissance d'un autre espace civique qu'il faudra effectivement discuter, mais on n'a pas le temps maintenant. Johanna, je prends votre réponse qui est très large, mais que je me permets d'élargir encore. Vous avez parlé de la notion de langue, et je vous parlais de codage. On se retrouve en France avec un codage qui est pris en charge et enseigné aux enfants beaucoup plus tard que dans d'autres pays. Et avec aussi une question que je rajoute dans la série des questions, parler d'égalité d'accès, c'est-à-dire des parents qui sont des parents avec un niveau d'éducation, avec un niveau financier, qui comprennent les enjeux et qui, si l'éducation nationale, en fait, ne prend pas les devants et ne propose pas aux enfants, comme dans d'autres pays, suffisamment tôt ce codage, vont avoir des cours en plus ou vont aller dans d'autres écoles, et donc un risque avec ce numérique, ou bien d'accélérateur en fait d'éducation, de mise en égalité, ou bien de reconstruction d'une autre fracture en arrivant sur une nouvelle ère éducative sans avoir tiré les leçons en fait de l'inégalité et des difficultés, de toutes les difficultés qu'elles engendrent de l'ancien mode de fonctionnement. Donc je rajoute cette question vraiment de l'acculturation ou de l'apprentissage de cette langue qui suppose aussi de comprendre que ça n'est pas qu'un enjeu technique, mais qu'on est véritablement, de mon point de vue, sur un sujet qui a valeur de langue. Valeur de langue, c'est communiquer à l'autre, c'est faire valoir ses désirs, c'est faire valoir ses compétences et évidemment avoir un champ des possibles beaucoup plus large si on l'intègre. Laetitia, je vous laisse prolonger. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, et c'est ce qu'on a souvent fait avec l'éducation nationale. On a confondu la question technique et la question des usages. Et
il y a un certain nombre d'enseignements qui se développent, se multiplient, y compris dès l'école primaire, mais qui concernent vraiment l'usage, enfin la question technique des réseaux sociaux, et non pas l'usage, et non pas donc le développement du civisme en ligne. Alors, bonne nouvelle, ça a changé très récemment, et c'est dans la loi depuis cette rentrée, en fait. Tous les enfants, à la fin de l'école primaire et à la fin du collège, doivent suivre un parcours de sensibilisation aux risques et dérives des usages numériques et développement de l'esprit critique, lutte contre ce qu'on appelle les bulles de filtre et l'enfermement algorithmique pour justement ouvrir leurs perspectives dans l'espace informationnel. Et si je peux me permettre juste une petite anecdote, puisque là on est tous d'accord sur cette question de l'éducation. Mais sur la nécessité de sensibiliser, d'éduquer. Je peux vous dire que ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Moi, quand j'ai commencé mes travaux sur le sujet, on parlait uniquement des plateformes. Les plateformes nous disaient « Ok, vous voulez nous réguler, mais que fait la justice ?» Alors, on a agi en matière de justice. On a créé un parquet spécial national sur ce sujet en France. On a créé de la coopération entre les différents parquets à l'échelle européenne. Et là, côté justice, on nous a dit « Mais en fait, c'est une question d'éducation. » Donc là, on change la loi, on met la sensibilisation dans la loi, et maintenant, côté éducation, on nous dit « mais en fait, c'est la parentalité numérique qu'il faut développer ». Et donc, on va s'occuper maintenant de la parentalité numérique, et je vous parlerai du prochain épisode la prochaine fois. Éric Anceau, je crois que vous vouliez... Oui, avant Laetitia Avia, j'allais dire quasiment la même chose que ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'on a été très long. Alors, il y a eu un retard à l'allumage très net, hein, c'est évident en matière d'éducation, mais je crois qu'on peut en créditer l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui n'est plus très populaire. Il est parti, Jean-Michel Blanquer, d'avoir très tôt saisi le problème. J'ai un ami qui est doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie. Il a été missionné sur ces questions. Comment faire comprendre aux élèves les fake news, comment les décrypter, comment contextualiser, comment effectivement voir qui est le locuteur, d'où parle-t-il, etc. Bon, les historiens sont peut-être mieux amenés que d'autres pour aborder ces problématiques. Donc des choses ont été faites, mais la montagne est absolument immense, hein, nous en sommes bien conscients, nous avons tous des enfants, des adolescents, et on voit les ravages que peuvent faire sur eux Internet. Donc je finis, avant de laisser la parole à la salle, sur... Beaucoup de choses restent devant nous, mais nous avons de bonnes raisons d'espérer. Je peux le formuler comme ça ? C'est pas mal. Je vais ouvrir évidemment la parole au public. On avait un 4e thème qu'on n'abordera pas, c'était le numérique et les possibilités ou bien d'accélérer une forme d'universalisme versus l'émergence en fait du nouvel ère en fait clanique ou grégaire. Ce n'est pas grave. Si vous la reprenez dans vos questions, c'est très bien, mais toutes les questions sont les bienvenues. La parole est à vous. Bonjour, merci pour ce débat très intéressant. Je voulais poser une question un peu d'ordre assez général. Ne pensez-vous pas que nous n'avons pas déjà perdu notre souveraineté en matière d'IA, d'avancées technologiques, lorsqu'on constate la domination et la puissance des GAFAM, notamment de Google, incontournables, qui nous imposent leurs orientations, voire leur idéologie, de conditionnement masqué des hommes, sans avoir de concurrence directe réelle, et surtout avec des investissements de centaines de milliards de dollars en R&D difficilement égalables. Et par ailleurs, dans cet enjeu crucial mondial, quelle peut être la place du bonheur et de la liberté de l'homme? Et est-ce que ne sera-t-il pas un objet de soumission essentiellement? Alors deux très belles questions. Peut-être, si vous voulez bien, madame, on va commencer sur votre question de la souveraineté. Je finissais la table ronde sur une note un peu positive, donc vous ramenez à une forme d'inquiétude, mais qui est complètement légitime. Et je vais peut-être laisser Asma répondre sur cette question. Alors vous avez un excellent, c'est le bon constat, hein. En effet, sur le plan technologique, mais aussi énergétique, agroalimentaire, etc., on a énormément de difficultés. Donc pour recentrer sur la techno, oui, aujourd'hui, on n'a pas de souveraineté technologique au sens où on n'a pas de géants numériques de l'ampleur des GAFAM américains ou des GAMAM maintenant américains ou des BATX chinois.
Je vous referai la réponse de tout à l'heure. On a 2 options possibles et après je vous donnerai mon pronostic. Et je ne suis pas Madame Irma, donc je peux vraiment me tromper. Donc première option, on ferme les frontières, on se fait un technoprotectionnisme, on prend beaucoup de retard, on y va et puis on essaie de développer notre écosystème, bon an, mal an, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on tente le coup. C'est pas le sens de l'histoire tout à fait en ce moment, mais c'est une option possible. La deuxième option, c'est on se dit dans le monde de turbulence actuel, les crises successives, nous sommes dans l'OTAN, nous sommes alliés des Américains pour tout un tas de raisons qui sont aussi de l'ordre de la doctrine, des moyens financiers que vous évoquez, etc. On peut continuer à utiliser les infrastructures, le socle technologique américain, mais en l'encapsulant dans le droit européen. On reterritorialise les big tech américains sur le sol européen avec ce qu'on appelle en anglais, pardon pour cet anglicisme, l'accountability, c'est-à-dire le rendement de compte aux législateurs ou aux régulateurs sur le sol européen. C'est une option aussi possible. C'est en tout cas les actions rapides qui ont été mises en place par Thierry Breton à la tête de la Commission européenne depuis 2019. Et puis en termes de pronostic, si je devais vraiment tirer le trait, j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines de ça qui précisément parlait de ça. Mon pari à moi, c'est qu'on retrouvera une stratégie souveraine, une politique publique de la souveraineté française, et je parle bien de souveraineté française et européenne, parce que ce ne sont pas les mêmes périmètres, donc ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Quand une guerre de haute intensité éclatera entre la Chine et la Russie, parce que ce n'est qu'à ce moment-là, d'un point de vue géostratégique, que les intérêts européens divergeront définitivement des intérêts américains. Jusque-là, on est dans un approfondissement des alliances qui fait que je vois mal pourquoi et au nom de quoi, tout d'un coup, on se désolidariserait, et donc valable aussi sur le plan techno. Simplement, par parenthèse, et j'en terminerai là, sur la question de l'éducation. C'est très important de parler de l'éducation à l'école, etc. Mais attention, le complotisme, c'est pas que des gamins, c'est nous tous. Donc ce sont des adultes. Donc la question, je ne parlerai même pas d'éducation, je parlerai de résilience collective, comme dans les pays nordiques, Finlande en premier lieu, qui face à la menace informationnelle, des récits, de la guerre narrative que leur font la Russie, en fait ont développé tout un tas d'outils de résilience individuelle et collective, et c'est fondamental d'adresser aussi les adultes de ce point de vue-là. Alors, merci Asma, vous aviez une deuxième question, madame. J'ai entendu le terme de bonheur. On ne l'a pas employé sur ce plateau, ce terme de bonheur. Je remets en exergue, et je vais voir si je suis fidèle à votre question. Pour moi, il y avait derrière ça un possible désenchantement en fait, du développement du numérique. Voilà, la question, voilà, cette reformulation vous convient. J'avais assez envie d'entendre Éric Anseau. On est venu sur, vous avez introduit cette conférence sur les fondamentaux en termes de valeurs. Et dans le fond, lors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y avait la volonté de créer un cadre, mais un cadre avec une forme d'idéal de joie, ou en tout cas de collectif heureux. En tout cas, je me permets de faire cette supposition-là, et je vous écoute. Bien évidemment, les affaires de contextualisation et les différences entre les pays sont fondamentales, mais le mot central, à mon avis, de notre débat et d'autres débats qui ont eu lieu, malheureusement je suis arrivé en début d'après-midi, et donc je n'ai pas assisté à tous les débats, mais celui que j'ai vu juste avant, est la question de la souveraineté. Bon, il se trouve que nous avons un modèle très particulier en France qui est le modèle républicain, qui diffère du modèle, alors je schématise bien sûr, du modèle démocratique américain. Je vous renvoie à un très bel article qu'avait publié, voilà, 35 ans de cela, Régis Debray, qui opposait démocratie et république. Et la République doit pouvoir légiférer. Simplement, le problème, c'est que nous avons perdu une grande partie de notre souveraineté. Donc on est bien embêtés. Alors moi, je crois qu'il faut jouer sur tous les tableaux. Bien évidemment, je ne suis pas confident de la Providence, je le suis encore moins parce que je suis historien, mais vous évoquiez 2 pistes. Moi, je crois qu'il faut aller dans ces 2 voies différentes, les explorer toutes les 2. L'éducation, pour moi, est à mes yeux tout à fait fondamentale. Alors, bien évidemment, vous évoquez les adultes, mais les adultes, bon, je ne veux pas être pessimiste sur ce plan-là, mais il n'y a plus rien à faire avec eux, avec nous. Hein. Donc c'est les jeunes, hein, c'est l'avenir. Et donc, moi, je veux croire qu'on peut arriver quand même, encore une fois, des moyens très importants ont été débloqués, qu'on peut arriver à leur faire une éducation pour mieux comprendre ces réseaux. La partie est loin d'être gagnée, hein, c'est clair, mais il faut rester optimiste.
Alors, Est-ce que je peux rebondir, Laetitia, bien sûr. Je voulais peut-être recontextualiser un petit peu les choses, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des abus, des dérives, etc., concernant le numérique, mais oui, c'est un lieu de bonheur avant tout. Et c'est un lieu de communication, de partage, d'échange, d'ouverture, d'opportunités. Et ces dérives que nous constatons, que nous connaissons, ça représente peut-être 10% maximum de l'ensemble des usages numériques, qui sont, à mon sens, 10% de trop, et sur lesquels on doit intervenir. Mais l'immense majorité des comportements, des usages sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas ces éléments complotistes, etc. Et ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, ce sont des photos de chats, n'oublions pas. Et donc, revenons vraiment à cela. Et sur la question de la souveraineté, moi, je peux vous dire ma conviction assez profonde et assez étayée, c'est qu'il n'y aura pas de GAFAM européen. Non, ce n'est pas le sens de l'histoire, en fait, en réalité. Et aujourd'hui, ce que l'Europe essaye de faire est quand même en train de réussir de manière assez remarquable, notamment dans ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, c'est de devenir en fait le champion de la norme, le champion de la régulation. Et de la même manière que lorsque l'on a mis en place les règles de protection des données uniquement à l'échelle européenne, eh bien aujourd'hui elles sont en train de contaminer, disons, de manière positive le continent américain. Eh bien, sur les normes qui sont votées aujourd'hui en matière de régulation des géants du numérique, eh bien, on voit que les Américains, les Australiens, en Amérique du Sud aussi, tous les regards sont braqués sur l'Europe aujourd'hui pour voir ce qui marche dans ce qui est aujourd'hui créé à l'échelle européenne et voir ensuite comment cela peut se répliquer au sein d'autres modèles. Si je peux rajouter bien juste sûr, une phrase, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps, en effet, de discuter sur le repli sur soi ou l'ouverture. Toute cette conférence, depuis 3 jours, on discute de la liberté. Il faut rappeler que la valeur fondamentale de la culture occidentale dont nous faisons partie est l'ouverture aux autres et la liberté. Donc, il ne faut pas que ces critiques que nous avons avancées et ces doutes sur notre place dans le monde ne cache pas cette valeur fondamentale jalousée dans le monde. Malgré toute la propagande de ceux qui ne nous aiment pas, il faut quand même rappeler la valeur de la liberté qui est l'ouverture aux autres et le repli sur soi. Donc la proposition numéro 1 qui serait fermons les frontières, ce serait contraire à nos valeurs fondamentales, je pense. Ici. Madame. Moi, je vais intervenir à nouveau, parce que j'étais encouragée ce matin à intervenir. Moi, j'ai envie de rire, de dire, vous savez, on aurait besoin d'être éduqués, nous. Moi, j'ai 64 ans, je ne comprends plus grand-chose à ce que vous racontez. Je suis impressionnée par... Le terme résilience collective, ça ne vous a pas fait réagir? Si. Je suis impressionnée, mesdames, par la qualité de vos interventions, votre pragmatisme, votre intelligence, votre rapidité. Vraiment, merci d'être là. Pourquoi, mesdames? Non, mais cela me rassure. Monsieur, excusez-moi, mais je vous ai un peu oublié. Et moi, j'ai un truc qui m'a résonné tout à l'heure, et je voulais vous le dire, Asma, parce que finalement, je suis un peu plus vieille que vous. Il y avait un type formidable qui s'appelait Jean-Louis Gasset, que j'ai rencontré personnellement. J'étais dans la Silicon Valley dans les années 2000. J'ai vu comment ça se passait. Moi, je faisais la cuisine pour les Français. Hein, je m'amusais beaucoup et ils étaient ravis de manger français. Ravis. Art de vivre à la française, j'importais. Je faisais ça. Je ne comprends pas ce qu'on a fait. Je ne comprends pas. On les a tous vus là-bas. On les a tous laissés partir. Ils y sont encore. Ils se font acheter très cher. Il y a plein de Français qui font des start-up. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fout en France? Moi, je suis revenue avec mes bouquins de Linux. J'ai vendu du Linux à des patrons de France Télécom et autres. Tout le monde m'a regardé. Je ne connais rien à l'informatique. Hein. Moi, je vends comme des salades, les produits. Qu'est-ce qu'on a fait avec Linux? Pourquoi on n'est pas capable de défendre nos propres trucs? On est des suiveurs actuellement. Moi, je suis paniquée parce que je sens qu'on est qu'en train de suivre toutes les aberrations de ces gars. Quand vous les voyez en vrai, en t-shirt et dans leur savate, ils ne sont pas terribles. Hein. Alors, quelle panique! La culture française, l'art français, nos valeurs, les grands-parents, tous les gens qui sont ici, s'ils comprenaient un peu mieux ce jargon, je vous assure que les ravages sur les enfants...
Moi, je suis voisine de Marie Belmarie, grande psychanalyste, etc., qui continue à écrire des bouquins, qui m'a interpellée il n'y a pas très longtemps, en me disant, le rabbin Bernheim ou Bernardin m'a dit, Marie, vous ne voulez pas vous occuper de tout l'aspect psychologique sur les enfants en ce moment. Ça devient absolument dramatique. C'est-à-dire qu'il y a le feu. Ça fait des ravages. Votre terme de ravage m'inquiète. Et je pense que les grands-parents pourraient faire beaucoup de choses s'ils étaient un peu plus éduqués et qu'on ne leur dise pas, vous êtes out. Moi, voir des gamins... Surtout pas. Pinailler, des gamins nous emmerder, excusez-moi, avec leur télé, leur téléphone, leur machin, leur truc, et tu comprends rien. Là, je vois, on a un Google Sheet pour faire l'agenda de ma mère, et c'est les jeunes qui n'arrivent pas à aller dans le Google Sheet. On s'amuse. Pardon, j'essaie un peu... Non, mais je m'amuse, mais c'est très inquiétant. Je suis très inquiète parce que j'ai l'impression que le monde tourne autour du numérique, et je pense qu'il y a bien d'autres choses. Heureusement qu'on a des philosophes et des tas de choses. La force du rêve américain, Yes We Can, je peux vous dire que c'est insupportable. Bon, voilà. Moi, je suis formatrice et coach, donc je dis à tout le monde, vous pouvez, mais avec ce que vous êtes et vos capacités. Et arrêtons de penser que les Américains sont plus forts que nous. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'Asma, vous êtes je souscris à 300, à 1000%, merci. Voilà. Et évidemment que la seule cible, ce ne sont pas les jeunes. Si tant est qu'on veuille parler de parentalité, c'est que donc il y a bien un sujet à jouer qui est énorme sur les usages adultes, sur la transmission, sur les valeurs, sur les nouveaux outils, tout simplement. Est-ce qu'ils peuvent procurer... Tu introduisais la question à laquelle strictement personne n'a répondu ici, sur les bons usages de la tech. Attention, là on parle... Tu veux dire que j'ai mal modéré ma table ronde? Je te remercie, Asma. Non, c'est qu'on est parti en cacahuète tous là. Mais évidemment que... Alors attention, pour mettre un tout petit peu d'espoir. Alors, sur la question de la fuite des cerveaux, le brain drain américain, ils ne le font pas qu'avec les Français, ils le font avec... Asma, on est rappelé à la règle du temps. Donc mais c'est fondamental. Deux secondes. Parce que ce qu'elle dit est hyper important et c'est la salle qui le dit, donc c'est... voilà. Donc oui, on a un problème de compétences, on a eu un problème de vision et on a un problème d'argent. Et alors, moi, ce qui me fait très peur surtout, c'est pas tant que des Français... Moi, j'enseigne à des polytechniciens là depuis quelques temps. Ils sont brillantissimes. La moitié de ma promo sont des start-upers et de cette moitié-là, je pense qu'un quart va finir aux États-Unis ou racheté par les fonds d'investissement de la CIA, genre Incutel, parce qu'ils ont des idées de ouf. Enfin, vraiment, ils sont très, très bons. Mais on n'a aujourd'hui pas une politique de rétention ou de trajectoire qui permet aujourd'hui de le retenir. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est le public. C'est-à-dire que ce qu'on va en plus craindre, c'est le décrochage de l'État, de l'administration, donc du public versus le privé, au sens large. Mais on commence à en parler, on est là, on en discute, chacun à son échelle. Je tente, Laetitia sans doute aussi, d'évangéliser, de sensibiliser, d'avancer sur ces sujets-là. On tente, on essaye et on verra bien ce qu'on va réussir à faire ou pas. We must do it. Sur ces paroles d'empowerment, je vais reprendre un terme anglo-saxon. Je vais vous remercier. J'ai déjà remercié les participants. J'avais annoncé des bons ingrédients, excellence, pluralité des points de vue qui étaient des superbe modération, promesse d'une belle table ronde. Merci à vous. Moi, je retiens une chose. On parle de liberté. Dans le fond de la liberté, c'est la capacité de faire des choix. Et moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que nous avons présenté certains usages. Alors, voilà, il y a peut-être toujours une surfocalisation sur le risque, mais on n'a pas oublié de restituer aussi tout le potentiel. Et moi, je retiens le terme de bonheur ou de joie aussi que peuvent amener certains usages, de capacité de partage. Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la camaraderie. Et dans le fond, la question qui est en creux, c'est notre capacité à nous de ne pas subir ce sujet comme un sujet technique, comme une fatalité, mais de bien le restituer dans l'espace de choix citoyen. Ces usages existent aujourd'hui, d'autres sont possibles, parfois avec plus de difficultés, mais cela fait véritablement partie, non pas d'un sujet qui est à côté des autres, mais c'est finalement un sujet qui finit par irriguer l'ensemble de nos autres choix et qui doit absolument être restitué à sa place dans toutes les décisions citoyennes, démocratiques et politiques. Et j'en termine en vous remerciant. Merci beaucoup.